Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo, on est parti pour la preview de ce Giro d'Italia 2025 qui va commencer d'ici un peu moins d'une semaine. On va faire un petit peu le tour des différents favoris, des états de forme, des sprinters, tout ce qui va être présent pour cette édition. Une course sans Tadej Pogacar, donc ça permettra peut-être un peu plus de suspense, même si on a déjà plus ou moins un duel qui est annoncé. Donc on va voir ce qui peut se passer sur ce Giro. Dans un premier temps, on va regarder l'ensemble des favoris, les étapes également. On va commencer avec le palmarès pour revenir un petit peu sur les dernières éditions. L'année dernière, c'était Tadej Pogacar qui s'était imposé. Il y a 2 ans, on s'en rappelle de la victoire de Primoz Roglic sur la toute dernière étape contre la montre. On a vu les victoires ensuite de Jay Hindley, de Egan Bernal, de Tao Geoghegan, de Richard Carapaz, de Chris Froome. On peut encore remonter plus loin, Tom Dumoulin, Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali d'ailleurs, qui est le dernier coureur à avoir remporté 2 fois le Tour d'Italie. Vous voyez, ça remonte, hein. 2016, c'était il y a 9 ans. Donc peut-être Roglic qui arrivera à remporter un deuxième Tour d'Italie. Les chiffres de ce Giro, on partira d'Albanie du côté de la capitale Tirana, donc du 9,05 au 1er 06, je me suis trompé. 21 étapes, 3443 km, 53 000 mètres de dénivelé, c'est énorme. 184 coureurs répartis dans 23 équipes. On va regarder maintenant les étapes qui sont susceptibles d'évoluer. On sait qu'on a souvent des changements de dernière minute, des fois avec de la neige, etc. Donc on va aller regarder ce qui nous attend. On commencera dès vendredi prochain en Albanie avec une arrivée à Tirana. Et vous voyez cette première étape qui est tout simplement énorme avec l'ascension sur elle, classée en 3e catégorie, qui est 2 fois au niveau du parcours, à 12 km de l'arrivée. On aura aussi un gros col de 13 km à 5,1% de pente moyenne. Donc ça promet quand même, hein. On va avoir une très très belle étape pour commencer et déjà donner un premier maillot rose très solide. On avait eu une belle première étape l'année dernière aussi. Là, celle-ci est assez relevée, assez intéressante. Vous voyez au 112e kilomètre ce petit changement avec le logo Red Bull. Alors, j'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais voilà, c'est une nouveauté. C'est surtout très très marketing. Si vous vous demandez, voilà, il y a des, moi j'ai pas trop compris, tout simplement à part le côté marketing. Il y a des petits bonus, tout ça, mais ça n'influe en pas grand chose sur la course. On retrouve dès la deuxième étape un contre-la-montre individuel. Ça ressemble un peu quand on était parti d'Hongrie il y a quelques années, où Van der Poel avait remporté la première étape et la deuxième étape, on avait eu un chrono. Et là, on a un bon petit chrono assez court, hein, dans la capitale albanaise de 14 km, enfin 13 km 700 exactement, avec une petite difficulté quand même, qui est assez courte. Mais attention, attention quand même à cette difficulté qui fait quoi? Qui fait 1 km 500 environ. Donc un beau parcours déjà pour tester les différents favoris de ce Giro. La 3e étape, l'arrivée autour de Valona plus précisément. On a là aussi une très très grosse étape, un début de Giro très difficile. Et celle-là, honnêtement, je vois bien pourquoi pas des baroudeurs d'entrée avoir une occasion d'aller s'imposer. On voit qu'on a une difficulté qui est certes à 40 km de l'arrivée. Ça risque d'être quand même dur pour les sprinters. Donc pourquoi pas avoir une étape d'entrée pour les baroudeurs et peut-être un changement de maillot rose. La 4e étape, l'arrivée à Lecce, ça sera donc une première étape sur le sol italien. Étape cette fois-ci taillée pour les sprinteurs. On les présentera plus tard, les favoris, pour les étapes de sprint. Il y en a pas mal, c'est assez intéressant. Mais première grosse étape taillée pour les sprinteurs sans grosse difficulté au programme. La 5e étape, cette fois-ci, ça sera pour des hommes forts, vraiment l'arrivée à Matera. On voit qu'on a un final qui est assez technique, sans boss à répertorier. Ça peut être une arrivée pour hommes forts. Je pense à un Roglic sur ce genre d'étape qui peut être très impressionnant. Mais aussi des sprinters punchers, pourquoi pas un Mats Pedersen sur cette 5e étape. La 6e étape ensuite, l'arrivée
à Naples. Une très très belle étape, bien taillée. Je pense que ça peut sourire à des sprinteurs. Il y a des difficultés en début d'étape, mais ça devrait permettre vraiment aux sprinteurs d'aller s'imposer. Septième étape et une première arrivée au sommet. Très très belle étape, l'arrivée à Tagliacozzo. Une ascension finale de 12 km avec des gros pourcentages. On voit là sur les 3 derniers kilomètres, ça va vraiment monter très très fort. Donc une étape bien taillée là aussi. On n'a pas une ascension sèche seulement, donc ça va être pour clôturer cette première semaine de course une étape déjà qui permettra de faire, je pense, le tri parmi les hommes forts du classement général. Huitième étape, là aussi une étape pour hommes très costaud. C'est typiquement une étape qui peut être piège. On voit le parcours assez difficile, assez technique, pas mal de petites bosses et dans le final, c'est des bosses un peu plus explosives. Ça peut faire des différences, ce genre d'étape. On sait que maintenant ça peut attaquer de très loin aussi. Pourquoi pas avoir une étape d'usure. La neuvième étape, eh ben, elle sera magnifique aussi. On sera sur les routes d'Estrade Bianche avec une arrivée à Sienne comme l'Estrade Bianche d'ailleurs. Vous le voyez, il y a en tout 5 chemins de terre et c'est des sacrés chemins. On en a un premier de 8 km et les deux suivants de 9 km 300. Et en plus, les deux derniers sont un peu plus courts, mais bon, ça permet quand même de faire le boulot. Attention aux chutes, aux crevaisons. Si on a de la pluie ou du mauvais temps, attention aussi. On s'en rappelle il y a quelques années, notamment c'était Remco Evenepoel qui avait perdu lourd sur cette étape et des favoris notamment qui avaient eu des ennuis mécaniques. Donc ça peut être une étape clé là aussi de ce Giro. On ne va pas forcément gagner le Giro, mais on peut perdre très très gros sur cette neuvième étape. La 10e étape, on retrouvera un effort solitaire, ça sera le dernier contre la montre individuelle, seulement 2 et 28 km 600 pour faire la différence, sans grande difficulté. On voit qu'on a une petite partie de faux plein montant au début, mais vraiment c'est pas non plus insurmontable. Ça va rouler très très vite sur cette étape entre Lucca et Pise. Ça va envoyer sur cette 10e étape. La 11e étape, on va retrouver une étape là aussi pour les hommes forts. On voit un très très gros col en milieu d'étape. On a ensuite un final assez technique aussi. C'est une arrivée qui peut convenir, je pense, à une échappée, sauf si les favoris décident de s'envoyer. On verra ensuite une étape, je pense, pour les sprinteurs, mais attention, il faut être en forme là pour les sprinteurs pour aller s'imposer du côté de Viadana. Une étape qui peut leur sourire. Il n'y en a pas beaucoup des opportunités pour les sprinteurs. Donc on espère qu'ils ont quand même ces opportunités d'aller chercher ce genre d'étape. L'étape numéro 13, là aussi, c'est arrivé à Vicenza. Attention, on voit une arrivée au sommet d'une bosse de 4e catégorie. Ça sera pour les sprinteurs forts. Il y a des Wout van Aert, il y a des Mats Pedersen. Mais attention aussi à un Primoz Roglic sur une arrivée de ce style. On sait que c'est presque un final d'étape un peu on peut retrouver sur la Vuelta et on l'a déjà vu très en forme sur la Vuelta sur ce type d'étape. La 14e étape, on ira faire un petit tour en Slovénie avec l'arrivée à Nova Gorica. Quelques petites bosses en plus sur cette étape. Primoz sera à la maison. Je pense que ça sera quand même assez dur pour lui d'aller s'imposer. L'étape n'est pas assez difficile. Ça devrait sourire sans problème, je pense, aux sprinteurs, à nos amis les sprinteurs dans ce peloton. La 15e étape, elle ne sera pas du tout pour les sprinteurs, avec le Monte Grappa, 25 km d'ascension. On aura ensuite l'ascension vers Dauri et le final vers Asiago, très très piégeuse. Cette étape de 219 km en plus, c'est une étape très longue. On ne va pas basculer au sommet de Dauri, là, classé en seconde catégorie. Donc oui, ça peut faire typiquement très très mal et faire des différences aussi, sachant qu'on rentrera dans la dernière semaine de course, là où forcément les coureurs sont un peu plus entamés, et voilà, où chaque effort va se payer très cher. La 16e étape qui est magnifique aussi, l'arrivée à San Valentino. On va pas s'arrêter de monter, 4 ascensions répertoriées tout au long du parcours,
et un final vraiment qui promet une ascension un petit peu en escalier, comme vous pouvez le voir, de 18 km. Un premier étage, un deuxième étage et ensuite la partie finale. Ça, c'est une ascension qui peut faire très très mal, sachant qu'on aura eu juste avant le Santa Barbara, 12 km 700 à 8,3% de moyenne. Ça va monter très très fort sur cette étape et ça peut faire de très grosses différences. La 17e étape, peut-être pas des très grosses différences, mais je trouve qu'elle est un peu mal taillée d'ailleurs. Cette étape, c'est vraiment dommage d'avoir le Passo del Tonale et le fameux Passo del Mortirolo pour derrière avoir un final aussi pauvre avec des finales un petit peu vallonnées malheureusement. C'est dommage de ne pas avoir fait une arrivée peut-être au kilomètre 125 là, juste après le Mortirolo. On aurait pu avoir quelque chose de très intéressant. Là, on va aller jusqu'à Bormio. Malheureusement, ouais, ça manque un petit peu de saveur, cette 17e étape. La 18e, ça sera pour les sprinteurs. Dernière occasion pour eux avant Rome d'aller chercher un succès d'étape. Elle est bien taillée, normalement pour eux, mais attention, on sait que souvent dans le Giro, en dernière semaine, on a les sprinteurs qui aiment bien se montrer pour faire des différences. La 19e étape, grosse étape de montagne, c'est les étapes des dernières semaines du Giro. On verra si tous les cols pourront être pratiqués. Attention à la neige, même si on monte pas énormément haut quand même. C'est vrai qu'on n'a pas d'étape avec des énormes altitudes. Là, on va rester aux alentours des 1006-1007. On aura quand même 3 gros cols de plus de 15 km et un dernier col de 9 km 400, mais qui est 500 pardon, mais qui est assez roulant. Ça peut faire des différences de loin par contre hein, sur cette étape. C'est possible que ça attaque de loin, donc on verra. Celle qui est la plus belle sur le papier, c'est celle-ci, c'est la 20e. Malheureusement, on espère pouvoir avoir ce col d'Elfinestré, c'est peut-être pas sûr. Et en plus, on va être 2 fois à plus de 2000 mètres avec cet enchaînement col d'Elfinestré que je trouve magnifique avec la dernière portion en terre et l'arrivée à Sestrières. On s'en rappelle de l'arrivée à Sestrières en 2015 avec Landa et Haru, c'était exceptionnel, Contador aussi. On s'en rappelle du Finestré en 2018 avec l'exploit de Chris Froome. Donc voilà, ça serait cool de l'avoir, c'est quand même un col assez mythique. Et la dernière étape, autour dans la ville de Rome, c'est peut-être pas ce parcours parce que je crois qu'il y a un passage prévu par le Vatican mais je crois pas que ça soit celui-là. Mais bon, grosso modo, ça serait une étape assez plate, taillée normalement pour les sprinteurs dans la capitale italienne. On va passer aux présentations des favoris. Vous allez voir, je les ai classés par niveau. Je vais essayer de m'expliquer à chaque fois. Premier, c'est Lorenzo Fortunato. Il fait une grosse saison avec Astana, 12e l'année dernière. C'est son meilleur résultat. Favori 2 étoiles. C'est sur 5 que j'ai mis ces étoiles. Il fallait le citer, Fortunato, sur 3 semaines, jouer un général. On sait que ça marche très bien cette année chez Astana. Il fait une belle saison. Est-ce qu'il va pouvoir tenir 3 semaines pour un top 10? C'est la question. Je le verrai bien se jouer plutôt sa carte dans les étapes sans forcément avoir l'objectif défini d'un classement général. On s'en rappelle de sa victoire il y a quelques saisons au Montezon Colan. Voilà, c'est un coureur en échappé qui peut faire très très mal. On sait qu'il a une pointe de vitesse qui est pas si mal que ça aussi. Donc à surveiller. C'est le même cas pour moi pour le deuxième italien. Son meilleur résultat sur le Giro, 16e en 2019. Il n'est pas venu sur le Giro depuis 2022. Giulio Ciccone, c'est un coureur que j'adore, c'est un de mes coureurs préférés, avec vraiment un tempérament explosif. Mais moi, je l'ai souvent dit, de toute façon, dans les previews que j'ai pu faire à énormément de reprises, je n'aime pas voir Giulio Ciccone jouer un classement général. Je préfère le voir jouer les étapes, jouer tout simplement le maillot Azzurro. Parce que voilà, pour moi, c'est clairement son style à Giulio Ciccone. Il est explosif, il a de la vitesse dans une échappée en montagne. Il est clairement le meilleur à chaque fois pour aller chercher les étapes, pour aller chercher les points. Donc j'ai pas envie de le voir jouer le général, pour ça que je le mets un peu plus bas, mais je le vois aller chercher 1 ou 2 victoires d'étape, et aussi, vous verrez plus tard, le maillot Azzurro de meilleur grimpeur, qu'il a déjà remporté en plus. Simon Yates, je lui ai mis 3 étoiles, parce que on l'a pas vu cette année, Simon Yates, même si on sait que c'est un coureur qui peut rester discret et d'un coup être sensationnel.
on l'a pas vu sous les couleurs de la Visma faire des résultats sensationnels. Troisième place quand même pour lui en 2021. On s'en rappelle aussi en 2018 qui était très fort. Mais ouais, je pense que il peut jouer un top 10, mais ça va pas être un candidat sérieux. J'espère me tromper parce que ça serait cool pour la Visma quand même d'avoir un bon résultat. On sait que c'est pas leur saison, donc on verra. En plus, ça peut lui permettre voilà, de se trouver là aussi un petit rôle de leader. Et je pense qu'on en recherche un petit peu du côté de la Visma. À la place, enfin, parce qu'il y a Vingegaard, mais derrière c'est un peu compliqué pour eux aussi cette saison. Donc 3 étoiles pour Simon Yates. David Godu, je savais pas trop quoi mettre. Il a fait un très très gros début de saison. Il a eu pas mal de galères avec des chutes. Il vient de découvrir le Giro. Il n'a jamais participé. Il peut faire une perf, David Godu. Je le vois bien peut-être faire un top 10. On sait que l'année dernière, il a fait une très grosse Vuelta. Donc voilà, c'est son objectif. Le Tour de Romandie qu'il fait, je ne le regarde pas trop parce que il est en reprise. Il a eu énormément de soucis, pas mal de blessures. Mais il a fait un très bon début de saison. Pourquoi pas, c'est son objectif. J'ai hâte de le voir. Ça peut être le meilleur français. Il peut peut-être aller chercher un top 10. S'il est en galère aussi, on pourrait peut-être le voir dans les échappées pour aller chercher une victoire d'étape. Donc ça sera intéressant de voir la participation du leader de la FDJ. Peyo Bilbao, 3 étoiles pour lui, 5e en 2020 et 2022, 35 ans, hein, il commence à prendre de l'âge, Peyo, même si on va voir que c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà, ça peut être difficile pour lui. Il a un autre coureur qui est Antonio Tiberi, donc peut-être se muer en rôle d'équipier, mais aussi peut-être aller chercher des victoires d'étape dans des échappées. On sait qu'il est pas mal là aussi dans ce rôle-là d'aller chercher des échappées, Peyo Bilbao. Donc on le surveillera, l'Espagnol. Richard Carapaz, je ne savais pas trop quoi en faire. Il ne fait pas une saison d'enfer, hein. Richie, il a une belle équipe à ses côtés. Est-ce qu'il va jouer à fond le classement général ou est-ce qu'il va nous faire comme sur le Tour l'année dernière? C'est-à-dire s'accrocher au début, on l'avait vu porter le maillot jaune et derrière jouer les étapes et le maillot de meilleur grimpeur. Ça pourrait être un gros duel, hein, un Chicone Carapaz pour le maillot de meilleur grimpeur. Mais bon, je pense qu'il va quand même tenter de jouer le général. 3 étoiles, parce que voilà, il fait pas une saison exceptionnelle, mais sur les grands tours, Richard Carapaz, il répond toujours présent d'une manière ou d'une autre, soit avec des victoires d'étape, soit avec un maillot, soit avec une belle place au général. Donc voilà, important de le mettre, et ça pourrait aussi être 4 étoiles hein, pour lui. Romain Bardet, son dernier grand tour, son dernier Giro, 7e en 2021. Il n'avait pas été trop mal l'année dernière. Après voilà, hein, il a une saison difficile aussi, Romain Bardet, mais ça serait cool d'aller le voir chercher un beau résultat. Plutôt que s'accroche au général, j'aimerais bien le voir comme sur le tour l'année dernière, aller chercher une victoire d'étape, même si derrière il nous fait plus rien des 3 semaines. Terminer en beauté avec une victoire d'étape, ça serait vraiment que du bonheur et ça serait magnifique de le voir faire ça. Adam Yates, comme son frangin, il fait pas la saison de ouf, mais bon, il faut toujours compter sur lui. Il va être quand même équipier, mais bon, on l'a souvent vu en deuxième couteau très fort. Est-ce que il est là pour être équipier et derrière vraiment totalement se relever pour être aussi en forme sur le tour? C'est ça qu'on verra. 9e, lui en 2017, Adam Yates. Il va peut-être pas peser des masses sur la course, mais s'il s'accroche avec son leader, il peut pourquoi pas figurer dans ce top 10, ça me choquerait pas. Egan Bernal, je lui ai mis 4 étoiles, vainqueur en 2021. Il nous fait une bonne saison quand même, Egan Bernal, parce qu'on a eu il fait un énorme début de saison, il y a eu cette chute et derrière il revient quand même pas si mal. J'aimerais beaucoup le voir dans le top 5. Moi, j'adorerais le voir sur le podium. Je pense que ça va être compliqué quand même sur les 3 semaines de course. Mais bon, ça se ferait vraiment plaisir de retrouver un Egan Bernal à 100% de ses capacités. Ça serait un pur bonheur sur ce Giro. En plus, sans des Vingard et Pogacar, ça pourrait mettre la lumière sur lui. Antonio Tiberi, l'Italien, 23 ans, 4 étoiles. Pour moi, clairement, un candidat très sérieux au podium. 5e en 2024. Il fait une très très belle saison pour le moment, Antonio Tiberi. Il s'accroche. Il a une belle équipe aussi à ses côtés avec l'expérience de Peyo Bilbao.
L'année dernière, il était pas mal du tout, donc il a pris de la maturité, je pense, l'année dernière. Hâte de le voir cette année. Pour moi, c'est un candidat très, très, très sérieux au podium final. Derek G, gros candidat au podium pour moi. 22e en 2023, mais bon, il n'avait pas forcément joué général. On l'a vu faire d'ailleurs en 2023 énormément d'échappées. 5 deuxième place, je crois, sur des étapes. C'est un coureur atypique, bon grimpeur, mais plutôt rouleur, grimpeur. Voilà, c'est pas un coureur qui va passer à l'offensive, même s'il peut peut-être pour grappiller quelques places, mais voilà, c'est un coureur qui va monter au train et qui peut s'accrocher et faire un bon résultat. On l'a vu pas mal en ce début de saison. On s'en rappelle Lénard qui fait un gros Tour de France aussi. Donc voilà, le Canadien, attention pour l'équipe Israël, ça peut être un candidat top 5. Peut-être pas podium quand même, je ne le vois pas podium, mais top 5, top 6, pourquoi pas Derek G dans ces places-là. Tim Arensman, le néerlandais, gros début de saison, c'est un coureur que j'adore, très régulier, hein, 6e en 2023, 6e en 2024, en plus à chaque fois en étant équipier de Geraint Thomas. Il est équipier d'Egan Bernal cette année, à voir comment vont fonctionner les deux, mais bon, ça n'empêche pas de faire des résultats. J'aime beaucoup Tim Arensman, j'espère qu'avec Bernal ça marchera bien, mais voilà, hein, lui aussi, c'est un très bon grimpeur, on l'a vu très solide sur le Tour des Alpes, on sait que c'est un corps qui peut attaquer de loin aussi, partir dans des échappées, donc candidat, encore une fois, peut-être une nouvelle 6e place, 3 ans consécutifs, voire peut-être aller chercher cette année un top 5. Mikel Landa, il est discret lui aussi, mais bon, 35 ans, c'est un homme expérimenté, 2 podiums pour lui. Il y a 10 ans déjà, en 2015, cette édition folle avec Fabio Aru et Alberto Contador. Mais là voilà, ça fait plaisir, il est leader, il était équipier l'année dernière de Remco Evenepoel, il fait un très bon Tour de France. En tant que leader, je demande à voir. En plus, c'est, on va dire, le style d'adversaire, je pense, qui lui convient bien à Mikel Landa. Je le vois quatrième de ce Giro, très honnêtement, parce que voilà, c'est un coureur qui a de l'expérience, qui s'accroche, et en plus, il a des adversaires qu'il aime bien, je pense, pour, euh, pour aller chercher de belles étapes. Et on passe aux 2 favoris que j'ai placés en 5 étoiles. Juan Ayuso, première participation pour l'Espagnol, mais il est terrifiant, il fait un énorme début de saison. On l'a pas vu à 100% sur le Tour l'année dernière, mais bon, on l'a vu à chaque fois quand il fait la Vuelta. Il est monstrueux, Juan Ayuso. Là, il nous fait un énorme début de saison. Il a une très grosse équipe à ses côtés en plus. Je le vois vraiment faire une très très grosse course. Aller chercher peut-être 1 ou 2 étapes. Le maillot blanc devrait pour moi lui revenir sans souci. De meilleur jeune. Et pourquoi pas un premier grand tour, un premier grand tour pour lui. Mais il y a le vainqueur 2023 qui est là et qui pour moi est le grand favori. Il a l'expérience, Primoz Roglic. Et voilà, on sait que il a une énorme équipe à ses côtés. Il a du Jay Hindley, du Daniel Martinez, des mecs qui ont un mec qui a gagné le Giro, un mec qui a fait podium. Donc bon, voilà, il n'a pas n'importe qui à ses côtés. Énorme équipe. Comme je l'ai cité dans les étapes tout à l'heure, il y a des étapes qui lui correspondent bien, justement, où il va pouvoir attaquer dans les parties finales, dans les petits murs, reprendre peut-être pas mal de bonifications aussi. Et il a l'expérience d'avoir déjà remporté ce Giro. C'est la première participation pour Juan Ayuso. Donc voilà, il y a les conditions climatiques de mai aussi qui sont très particulières en Italie et où peut-être Primoz Roglic aura le lead. Les favoris pour le maillot Cyclamen, c'est le maillot du classement par points. Petit aparté, les maillots du Giro cette année, bon, tous les ans d'ailleurs, mais Santini pour le Tour de France devrait s'en inspirer. Je trouve que depuis que c'est Castelli qui a repris, c'est un sans faute, c'est magnifique. L'année dernière, il y avait peut-être le gros carré blanc ouais, qui était un peu bizarre, mais cette année, je les trouve magnifiques avec cette carte du monde. Voilà, les maillots sont magnifiques, que ce soit le maillot blanc, le maillot rose, le maillot bleu. Je les trouve au top. Les favoris de ce cyclamen, Pedersen, Van Aert, Magnier, Coy, Bennett, Groves. Il y en a d'autres aussi qui peuvent venir. Donc ça serait intéressant. Je pense qu'on aura de belles petites étapes. J'aimerais beaucoup, honnêtement, voir Wout Van Aert remporter une étape sur ce Giro.
parce que voilà, hein, depuis le début de saison, il fait pas une mauvaise saison, mais il manque un peu de réussite. Ça serait cool quand même de voir Wout venir chercher une place et une victoire d'étape, voire plusieurs. Les favoris, mes pronostics, ils sont là. Pour la victoire finale, je vois Roglic devant Ayuso et Tiberi monter sur la troisième marche du podium. Le maillot blanc, logiquement, pour Juan Ayuso, deuxième du général et meilleur jeune. Chicone pour le maillot Azzurro. Je ne vis que pour ça, pour voir Giulio Chicone remporter des étapes, escamper ses lunettes, prendre des petites amendes et aller chercher ce magnifique maillot Azzurro. Et Mats Pedersen pour le cyclamen. On sait sur 3 semaines, il peut tenir Mats Pedersen. Donc voilà un petit peu mes pronostics. N'hésitez pas à me donner vos pronostics également. Qu'est-ce que vous voyez sur ce Giro? Qu'est-ce que vous pensez de cette start list? La start list complète est sur Pro Cycling Stats, bien évidemment. Vous avez toute la start list au complet. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me donner vos différents favoris pour ce Giro. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que c'était assez complet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.